Aujourd'hui, nous sommes à la marina de Carhaix-sous-Poitiers pour rencontrer un aventurier, Charles Edrich. Bonjour. Bonjour. Interview aventure aussi, avec des conditions assez particulières. On va parler aujourd'hui de ce premier Tour de France à la rame des voies navigables. Peut-être un mot sur votre parcours. Quand on dit aventurier, ça peut susciter un peu de la curiosité de la part des téléspectateurs. Alors pour l'instant, j'ai rien trouvé de mieux que sportif aventurier. Parce que dans mon parcours, il y a évidemment des aventures, des grandes aventures, et puis il y a du sport, comme ultra-trail, les Ironman ou les courses de ski alpinisme, pyramenta. Et vous dites, je vais vous citer, que vous êtes sur le terrain de l'aventure par opportunité. Alors ça signifie quoi ? Oui, alors c'est pas très poétique, hein, mais bon, j'ai toujours été passionné de compétition, mais que ça soit dans l'entreprise ou dans le sport. Et très vite, j'ai vu, je joue au tennis, je suis moniteur de ski, mais j'ai vu que j'avais pas un talent extraordinaire, donc je ne pouvais pas rêver à Roland-Garros, ni à une médaille olympique en descente en ski alpin. Et à l'inverse, dès l'âge de 20 ans, à peu près, j'avais quelques indices qui me permettaient d'espérer de pouvoir évoluer au plus haut niveau mondial sur le terrain de l'aventure. Donc c'est l'opportunité. Alors quelles sont les qualités, quel est le talent nécessaire pour être aventurier finalement ? Alors, c'est peut-être pas vraiment à moi de le dire, mais je peux donner quelques petits indices. Il faut évidemment avoir une certaine endurance. Peut-être même avant tout, il faut être passionné. Il faut aimer ça, hein, partir dans le Grand Nord, sur l'Everest, dans les mers du Sud, dans les déserts les plus chauds du monde. Il faut savoir gérer les risques directement physiques. Il faut savoir les mesurer, les limiter au maximum. Pas être trop inquiet quand les obstacles se présentent. Après, il faut récupérer, il faut arriver à récupérer des blessures, des pertes de poids. Vous m'auriez vu il y a un mois dans le désert de l'Atacama, j'étais parti à peu près comme ça. 15 et j'avais de perdu moins. 15 kilos en 30 jours. Quoi. Donc il faut une force d'adaptation finalement lors de ces aventures. Oui, alors en plus, moi, disons, il faut que je passe en permanence d'un sport à un autre. Mais ça devient un peu comme les langues étrangères, hein, paraît-il, quand on arrive à en parler déjà 3 ou 4 de langues étrangères, la 5e et la 6e viennent assez vite. Donc moi c'est un peu mon cas, quoi. Je suis vraiment performant dans aucun sport, mais j'arrive à atteindre un certain niveau technique dans un sport donné assez facilement. Est-ce qu'on peut dire que vous avez eu plusieurs vies finalement ? On peut dire notamment que vous avez été moniteur de ski diplômé, officier de marine marchande, chef d'entreprise. Comment on devient aventurier après tout cela ? Alors c'est quelque chose que j'ai annoncé dès l'âge de 20 ans. J'ai annoncé, je vais tout faire pour évoluer au plus haut niveau mondial. Les proches étaient prévenus, c'est ça ? Ah, bah, ma femme était prévenue, hein. Enfin elle ne le croyait pas, hein, comme personne. Hein. Par contre, moi j'étais très convaincu de mon projet. Mais par contre, comme il ne faut pas oublier le nerf de la guerre, il faut de l'argent, hein, pour financer tout ça. Donc pendant 6 ou 7 ans, j'étais incapable de convaincre qui que ce soit comme partenaire, comme sponsor. Donc j'ai tout financé moi-même. Donc si vous voulez, j'ai attendu d'avoir suffisamment d'argent pour amorcer la pompe et pour donc pouvoir avancer en me passant de sponsor. Peut-être revenir un petit peu sur ce palmarès, sur ces premières, parce qu'il y a eu beaucoup d'aventures, vous avez fait le tour du monde. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu et puis comment vous êtes senti à l'aube de ces aventures-là, une fois que ça y est, vous y étiez, vous étiez sur le terrain, parfois dans des conditions très rudes? Alors au début, j'étais parti avec l'idée d'enchaîner Dakar Moto, Everest et Vendée Globe. Donc je suis parti là-dessus. Donc je courais en voiture, en rallye raid, ça me passionne. Et puis je me suis dit un jour, tiens, mais la moto, c'est quand même, il y a la dimension physique. Et comme c'est mon point fort, à 45 ans, j'ai commencé par passer mon permis moto. J'avais jamais touché une mobilette de ma vie. Je fais tous les rallyes de Coupe du Monde et je termine 6e en 400 sur le Dakar, 10 mois après avoir passé mon permis. Alors très loin des premiers, mais je termine. Il y a eu des conditions parfois difficiles, quelques mésaventures, si vous deviez en citer une ou deux. Ah bah récemment, avec le bateau qui va me servir pour ma prochaine expédition, donc je suis quand même attaqué par un ours blanc. Donc c'est l'animal le plus dangereux au monde. Je suis soulevé par une baleine, attaqué par des morses, avec leurs énormes défenses qui essayent de monter sur mon bateau. Je donne un coup de feu
Là, tout ça, c'est cette année. Hein. Donc, je donne un coup de feu involontairement à l'intérieur du bateau, je perce la coque. Je mets le feu. Je m'étais acheté un petit réchaud que j'avais trouvé chez les Esquimaux parce que les 2 premiers étés, j'avais pas de chauffage. J'ai jamais eu de chauffage sur ce petit bateau à rame, mais j'avais même pas de réchaud. Et puis, cette année, je me suis dit, tiens, on va s'octroyer un petit peu de luxe. Je m'achète un réchaud, fausse manœuvre, je mets le feu à bord, donc tout brûle. Et comment on en revient à la vie, entre guillemets, ordinaire, après toutes ces aventures? Alors, la personnalité humaine est très compliquée. Vous avez tous les cas de figure. Alors moi, je peux parler de la façon dont les choses se passent pour moi. À partir du moment où mon expédition est terminée, dans l'instant qui suit, je passe sur autre chose. Donc là, je parle avec plaisir de mes aventures, je parle avec plaisir du passage du Nord-Ouest à la rame. Je passe 165 jours dans les glaces du Grand Nord, 1 mètre carré pour vivre. Mais à partir du moment où j'avais mis le pied à terre, j'étais sur d'autres expéditions, d'autres projets. Alors on parlait de ces projets justement. Premier Tour de France à la rame des voies navigables, 3000 km à la rame. Comment avez-vous choisi cette nouvelle aventure? Alors j'avais une petite expérience de la marina pour Saint-Louis. Lors d'un prologue, j'avais descendu la Seine en partant de Paris. Et j'étais tombé, d'ailleurs c'est peut-être un concours de circonstances, aujourd'hui on voit que le temps n'est pas terrible, et en passant à cet endroit-là, un orage terrible. Donc j'avais pas de carte, je rentre dans la marina, et pour moi c'était un endroit magique. Le paradis à portée de Paris. Donc vous avez parlé de coup de foudre avec cette marina. Coup de foudre, j'ai sympathisé en plus avec Michel, le capitaine. Et puis après, j'ai enchaîné donc jusqu'à Rouen. Et puis je me suis aperçu que l'aventure, elle était vraiment à portée de chez soi. À 20 km de Paris, il y a des îles extraordinaires. On se croirait en Finlande ou en Norvège. Cette marina qui sera aussi port-étape, je sais pas si on peut... pour arriver même le 22 octobre précisément, dans 5 mois, quoi, quasiment jour pour jour. Et puis alors voilà, donc après je suis parti sur d'autres expéditions, un aller-retour sur l'Atlantique à la rame, désert de l'Atacama. Et puis je me suis dit, voilà, donc les canaux, les voies navigables de France, c'est extraordinaire. Tout le parcours est fantastique. Pour la première fois, je vais peut-être monter une expédition qui est entre la grande aventure et le sport. Il y a 3000 km, donc il faut les faire à la rame. Maintenant, je ne vais pas en même temps être attaqué par un ours blanc ou par des orques. C'est une aventure, mais aussi une aventure humaine. Ce Tour de France, est-ce que cette dimension relationnelle humaine est importante pour vous? Très importante. Hein. Là, par exemple, on a aujourd'hui à l'intérieur de Respectons la Terre, donc l'association, une grosse activité jeunesse. En parallèle de mon expédition sur l'Atacama, on avait emmené tout un groupe de jeunes de Montreuil sur un sommet avec des jeunes qui n'avaient jamais mis les pieds ni sur un chemin de randonnée, ni bien sûr même à l'étranger, dans la cordillère des Andes. Et puis après, on arrive à véhiculer à travers ces actions des valeurs comme un peu de discipline, un peu de préparation physique, un peu de travail en commun. Le but étant après de trouver une solution pour trouver du travail, une formation, un travail en alternance, etc. Comment ça se prépare un Tour de France comme celui-ci? Parce qu'il y a une logistique, on l'imagine. Alors la logistique, je m'en occupe pas trop pour tout. Non, aujourd'hui c'est aussi une entreprise, hein, il y a une dizaine de personnes qui travaillent dans le dispositif. Donc c'est la logistique, beaucoup de préparation sur le bateau. Après, donc il y a la préparation physique. Là, sur une aventure de ce type, il faut partir en pleine forme. Il n'y a pas besoin de s'entraîner d'une façon extrêmement acharnée, parce que j'ai le temps de m'échauffer, 5 mois. Donc voilà, après, il faut avoir le matériel, il faut le choix des différents accessoires, il faut préparer les villes-étapes, il faut préparer toute l'organisation. Un mot peut-être sur le bateau, sur le rameur qu'on voit derrière nous. Alors le rameur, c'est le rameur des glaces, c'est un bateau qui a été spécialement étudié, dessiné pour naviguer dans les glaces, pour percuter la banquise. Il est extrêmement léger, il est en Kevlar carbone, donc je suis 160 kg à vide, donc je peux le tracter seul sur la banquise ou sur la berge.
pour passer 100-500 mètres de banquise. Il est à fond plat, c'est très important pour ce parcours. Donc ça me permet de naviguer avec 10 cm d'eau, soit en ramant, soit en le tirant comme un chien en laisse. Et le fait qu'il soit léger, ça me permet d'aller assez vite. J'arrive mer plate, pas de vent, pas de courant, j'arrive à avancer d'une façon régulière à 6 km/h, 7 km/h. Alors on le rappelle, le départ sera le vendredi 20 mai à 11h, quai d'Austerlitz à Paris. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cette nouvelle aventure qui se terminera ici à la Marina Saint-Louis de Cahers-sous-Poissy? Eh bien, au départ, pas trop de vent, le plus possible de pluie, parce que la pluie c'est l'idéal pour un rameur. Souvent quand il pleut il n'y a pas de vent, donc c'est parfait, ça calme. Non, mais aussi beaucoup de rencontres, des paysages extraordinaires et des conditions parce que le parcours alterne des canaux comme le canal de l'Ourcq, comme le canal Saint-Martin, la descente du Rhône, donc là c'est des fleuves assez rapides. À deux endroits, j'emprunte à la fois l'Atlantique et la mer du Nord. Donc là, il faut des conditions relativement clémentes pour ne pas perdre trop de temps en attente de vent favorable. Parce qu'à la rame, si vous voulez, à partir du moment où j'ai du vent de face à plus de 30 ou 40 km/h de vent, je suis obligé d'être en stand-by à l'ancre ou à quai. Et on le rappelle, il y aura d'autres aventures après celle-ci. Vous avez déjà beaucoup de projets et les téléspectateurs peuvent vous suivre sur les liens qui sont indiqués en bas de cet écran. Charles Edrich, merci beaucoup pour cet entretien. Merci beaucoup, avec plaisir. Et on se retrouve tout de suite en plateau.